Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, chers compatriotes, bonsoir. C'est Richard Antoine Capeta Kazali qui vous retrouve aujourd'hui après vous avoir faussé compagnie pendant plus d'une semaine. Je pense que c'est à cause des événements très importants. L'événement très important qui se passait au pays, c'était le funérail de Étienne Tshisekedi Wamulumba, le leader charismatique de l'UDPS. Voilà pourquoi on ne pouvait pas faire des émissions, parce qu'on savait que l'attention de tout le monde était focalisée sur ces grands événements. Alors aujourd'hui, notre émission a pour thème « Qui ferait mieux que le chef de l'État dans la situation actuelle du pays ?» Et au cours de cette émission, nous allons plus entendre nos aimables auditeurs, ceux qui nous suivent tout le temps, qui nous ont fait le feedback, qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé de messages WhatsApp, qui nous ont envoyé des emails sur la situation qui prévaut au pays. Et effectivement, aujourd'hui, notre émission va porter sur 3 grands points. Le point numéro 1, ce sera la dérive qui s'est produite au Parlement la semaine passée. 2, nous allons parler du gouvernement qui tarde à venir. Pour quelles raisons est-ce que ça tarde à venir? Et 3, nous dirons quelques mots sur M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, le leader charismatique de l'UDPS, appelé communément le Sphinx de l'Imété. Voilà. Alors, il y a eu en fait dérive, comme tout le monde l'a suivi, dérive au Parlement la semaine passée. Ces dérives a porté sur les décisions du chef de l'État, les 2 ordonnances du chef de l'État. Ordonnance 62 nommant les mandataires de la SNCZ, Société Nationale du Chemin de Fer, et ordonnance 63 nommant les mandataires de la GECAMINE, la Générale de Carrières et de Mines. En fait, cette dérive consistait à montrer que les ordonnances étaient illégales et aussi montrer que le chef de l'État n'avait pas les compétences, n'était pas dans le droit de faire ces ordonnances. En fait, on les traitait d'inconscients en quelque sorte. Et la question que nous nous posons en fait, est-ce que ces ordonnances étaient légales, les ordonnances du chef de l'État? Nous devons réfléchir. Les ordonnances du chef de l'État auxquelles on reprochait le fait de ne pas s'appuyer sur la Constitution. Après nos recherches, on constate que les ordonnances du chef de l'État s'appuyaient sur la Constitution, mais en fait, ne fût-ce que nous basons sur le bon sens, est-ce qu'on peut s'imaginer que le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui est entouré de politiciens de la première classe, comme son directeur de cabinet, et le directeur adjoint du cabinet, c'est un professeur d'université spécialiste en droit constitutionnel, que ce gens-là puissent réellement permettre au chef de l'État ou faire signer au chef de l'État des ordonnances qui n'ont pas de base juridique, c'est quelque chose d'invraisemblable, on ne peut pas y croire. Alors, les adversaires du chef de l'État pensent que ces ordonnances n'épuisaient pas leur légitimité dans la Constitution. Alors, après des recherches, on constate que ces ordonnances-là mentionnaient bien sûr la Constitution comme étant la source de la décision. Et donc, les ordonnances du chef de l'État étaient légales. Et les gens se posent la question de savoir si réellement les parlementaires étaient dans leur droit de faire ce qu'ils ont fait, de faire des commentaires sur les décisions prises par le chef de l'État. Ici, on nous réfère, les constitutionnalistes nous réfèrent à l'article 100 et 138 de la Constitution, qui définit très bien les prérogatives du Parlement et les cadres de son fonctionnement. Pour ce qui est des prérogatives du Parlement, en fait, le Parlement, comme tout le monde le sait, tout homme
de la rue que nous sommes, il sait très bien que le Parlement a pour mission de voter les lois. Les lois que nous devons avoir dans le pays doivent nous venir du Parlement. En fait, c'est ça la mission du Parlement. Ensuite, le Parlement, dans son fonctionnement, il a pour mission de contrôler les actions du gouvernement. Contrôler les services de l'État, les services publics de l'État, notamment la SONAS, l'INSS, les sociétés de contrôle, etc., toutes les entreprises publiques de l'État. C'est ça la mission du Parlement. Est-ce que ce Parlement a le droit de contrôler les actions du chef de l'État? On nous dit que non. Le Parlement n'a pas le droit de contrôler les actions du chef de l'État. Même un discours du chef de l'État, ils n'ont pas le droit d'en faire le commentaire. Si le chef de l'État, vous prenez vous, qui me suivez, ou moi, ici, il vous donne son discours parce qu'il a le droit de le faire, allez prononcer mon discours au Parlement, et les parlementaires, ils n'auront qu'à écouter, et après, pas un seul commentaire n'est permis sur le discours du chef de l'État. Ça, c'est la loi. Alors, ces gens se sont aventurés à faire des commentaires. C'est en quelque sorte un message qu'ils sont en train de donner à notre peuple. Comme pour dire, voilà, nous avons la majorité. Cet homme ne peut pas nommer sans nous consulter. Quand on regarde, bien sûr, on regarde de la loi fondamentale, de la Constitution, que le chef de l'État veille à la bonne marche de la République. Et là, les constitutionnalistes le disent très bien. Qui d'autre en dehors de Félix Antoine Tshisekedi peut suivre la bonne marche de la République en dehors de lui? Et ils argumentent en vous disant, entre autres, par exemple, que le chef de l'État, est-ce qu'il y avait urgence que le chef de l'État nomme ce mandataire de la SNCZ? Est-ce qu'il y avait urgence qu'il nomme le mandataire de la GECAMI? Ça, nous allons le voir. Nous allons vous lire, en fait, ce que nos auditeurs nous ont envoyé pour montrer que le chef de l'État avait le droit de le faire. Parce qu'ils ont insisté beaucoup. Il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de danger à la demeure, et ils ont dit toutes sortes de choses, mais qui ne sont que des choses, des façons d'habiller les choses. Ils avaient un but qui est poursuivi. En fait, je l'ai dit dans les émissions antérieures, que ces gens qui veulent s'associer aujourd'hui au pouvoir du chef de l'État, c'est tout simplement pour lui barrer la route, pour lui mettre des bâtons dans les roues, pour compliquer la situation. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, mais le chef de l'État, pourquoi il a signé des accords avec lui? En politique, les accords peuvent être signés à tout moment. On a vu beaucoup d'accords qui ont été signés en politique. Nous qui étions déjà intéressés à la politique à l'époque, nous avons vu les accords de Badolité qui étaient signés. On a vu à Ibiza et dernièrement un accord qui s'est profilé à l'horizon, Kabila qui voulait vraiment que l'UDPS travaille avec lui pour bien sûr faire ce qu'on a appelé les glissements, c'est donner encore des années de plus, des rallonges du mandat. Eh bien, le leader de l'UDPS, à un moment donné, il a dénoncé, il a demandé à la délégation de l'UDPS de se retirer. Donc, le chef de l'État peut signer les accords. Et je vois les gens qui font de l'amalgame, qui font passer les vidéos du chef de l'État, où quand il est dans l'opposition, lorsqu'il s'attaque à Kabila, il dit que nous ne pouvons pas collaborer avec Kabila. Mais en politique, il n'y a pas d'inimitié perpétuelle. Il n'y a pas d'amitié perpétuelle. Il n'y a qu'un intérêt qui est perpétuel en politique. Si le chef de l'État, par exemple, a trouvé qu'il y a des raisons à signer des accords avec l'FCC, dans l'intérêt de la nation. Parce qu'en fait, le plus grand objectif aujourd'hui du pouvoir du chef de l'État, c'est d'instaurer l'état de droit. Si il trouve qu'il y a des raisons valables pour signer des accords avec l'FCC afin d'instaurer l'état de droit au Congo, où est le mal pour ça? Mais quand les accords, à un moment donné, ne semblent pas passer, ne semblent pas faire fonctionner les institutions, eh bien, on peut toujours les dénoncer. Nous n'en sommes pas là, mais nous attirons toujours l'attention que ce genre, avant même que nous ayons commencé à cohabiter, ils créent toutes sortes de problèmes. Ça veut dire qu'ils en créeront davantage. Et permettez ici
que je vous lise ce que nos aimables auditeurs nous ont envoyé. Et ils nous envoient ici une page d'opinion libre de Maître Jean-Claude Katende. Ce n'est pas Maître Jean-Claude Katende qui nous envoie ça, mais ce sont nos auditeurs à nous qui ont reçu ça et qui nous les envoient. Il dit ceci: la Constitution de la République démocratique du Congo ne permet pas aux députés nationaux de discuter ou de débattre des actes du chef de l'État, car il n'est pas redevable devant cette institution. Au terme des dispositions de l'article 91 de la Constitution, seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Seuls les actes du gouvernement et des entreprises, des établissements et services publics peuvent faire l'objet des débats devant l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les dispositions de l'article 117 de la Constitution interdisent même tout débat sur les messages que le président de la République lit ou fait lire devant le Parlement. Donc, même son discours, ils ne peuvent pas en faire un commentaire, un seul commentaire. Ce qui est arrivé hier devant l'Assemblée nationale, où les députés nationaux ont débattu des ordonnances nommant les mandataires à la SNCC et à la JCAMI, est soit le fait de l'amateurisme des députés nationaux, ou soit un acte délibéré posé pour humilier le président de la République devant le peuple congolais. L'attitude de Madame Mabunda, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, en rapport avec ce débat sur les ordonnances, devait être celle de retirer la parole au député national qui avait soulevé la question en lui rappelant les termes de la Constitution. Pour ne l'avoir pas fait, Madame Abunda doit être interpellée par le président de la République ou alors par tout le peuple congolais qui doit lui signifier sa désapprobation. Et on a vu déjà aujourd'hui à Kinshasa les militants de l'UDPS qui avaient envahi le Parlement, qui ont même empêché certains parlementaires d'accéder dans le bâtiment, dans l'hémicycle. Et on nous dit même que les députés qui ont prononcé ces paroles désobligeant à l'égard du chef de l'État se sont sauvés par d'autres moyens. Ils n'ont pas pu rester là-bas parce qu'ils avaient très peur. En fait, c'est très important. C'est une façon pour le peuple de montrer qu'il n'est pas en désaccord avec ce genre qui se font d'illusions, qui se bercent d'illusions, qui croient qu'ils ont la majorité, alors que la majorité sociologique est détenue par le chef de l'État. Cette démonstration de force valait bien la peine. Et d'ailleurs, nous ne croyons toujours pas que ces gens, c'est une coalition sincère. Ils le disent pour tromper l'opinion, parce que par des actes qu'ils posent, ils ne montrent pas qu'ils sont en coalition avec le cash. Imaginez par exemple qu'au Maniema, le gouvernement local, provincial, avec 10 ministres, pas un seul ministre issu du cash. Mais si le cash était leur allié, comment ils n'auraient pas donné ne fût-ce qu'un ministère ou deux, par exemple? C'est vous dire que ces gens, ils veulent tout simplement démontrer qu'ils sont les plus forts et qu'ils peuvent orienter le pays dans le sens qu'ils veulent. Alors qu'ils ont dirigé ce pays sans aucune opposition, avec toute la main libre, c'était des contrats léonins, c'était de la magouille, c'était des contrats qui servaient plus de l'intérêt des individus, etc. C'est ce que nous allons voir. Nous pouvons lui adresser des lettres qui marquent notre indignation. Madame Mabunda s'est rendue complice de la violation de la Constitution par les députés nationaux. Où était le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabund, quand ces coups se préparaient contre le président de la République? C'est la question qu'on se pose. Nous sommes tous appelés à surveiller le travail de cette Assemblée nationale qui risque d'amener le pays à la dérive totale. Kinshasa, le 8 juin 2019, Maître Jean-Claude Katende.
Ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce que nous avons toujours dit, que les fameux accords, la fameuse coalition, c'est quelque chose de parade, mais dans le fond, ça ne sert à rien aux intérêts du peuple congolais, ça ne sert à rien aux intérêts du président de la République. Et je vais aussi vous lire quelque chose qui vient toujours de nos auditeurs, ça nous fait plaisir que les gens suivent, et ils nous donnent aussi leur lecture des événements. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on dit. Toujours en rapport avec ce qui s'est passé au Parlement. Mabunda expose le palais du peuple à une correction populaire. C'est ce qui a failli se passer aujourd'hui à Kinshasa. Les militants de l'UDPS étaient descendus nombreux au palais. Ils ont entouré et encerclé le palais du peuple pour montrer leur désapprobation par rapport à ce qui s'est passé le vendredi passé. Et voilà, le jeu qui se joue au palais du peuple commence à lever le voile sur l'ambition confiée à Mme Mabunda. Certains analystes politiques avaient rangé ses propos sur la RFI quand elle parlait de la déchéance dans le panier d'une simple volonté de respecter la Constitution. Alors que dans son esprit et sa lettre, c'était autre chose. D'autres y voyaient déjà un agenda caché. Les plus optimistes y lisaient une forme d'intimidation. Aujourd'hui, à la lumière du décor planté dans l'hémicycle le vendredi dernier, tout le monde est unanime. Le FCC se moque de sa coalition avec le cash, s'inscrit dans une logique des rapports de force. C'est clair. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus, c'est clair. Mais cela toute l'erreur. Mieux, c'est le début même de la fin. Si le chef de l'État lui a accepté d'oublier, d'ignorer tout ce que ces gens ont fait pendant 18 ans, j'avais dit plusieurs fois dans l'une de mes émissions que c'était le chef de l'État. Mais on ne voit pas, nous, le peuple congolais, ce que nous avons comme sentiment dans nos forces intérieures par rapport à ces pouvoirs qui a complètement anéanti le peuple congolais. Et en effet, le FCC, mieux que quiconque, sait que sa majorité au Parlement n'est que factice. Elle est mécanique, fabriquée. Elle est tout simplement postiche. Nos compatriotes du FCC savent que leur machine ne repose sur aucun socle populaire. Ça, c'est bien dit. Et qu'il n'est qu'un business de M. Kabila avec une cinquantaine de caciques conçus juste pour leur survie politique. Point n'est besoin de revenir sur les insuffisances morales et les égarements des députés du FCC qui, drogués par l'écurie Kabila et encouragés par Mme Mabunda, ont craché sur la Constitution, croyant diminuer le président de la République. Des éminents juristes comme M. Lutundola, en fait, qui a rappelé, qui a recadré la situation, les professeurs André Mbata et Chilumbaï, pour ne citer que ceux-là, ont démontré le caractère légal de l'acte du président de la République, d'une part, et l'inconstitutionnalité des interventions des fous du roi du FCC dans l'hémicycle d'autre part. Ce qui retient l'attention de celui qui écrit, c'est plutôt les jeux suicidaires auxquels se livre Mme Mabunda et le silence complaisant, voire même complice de M. Kabound. Pour faire court, je préfère dire à Mme Mabunda qu'elle vient de faire prendre un risque énorme à sa plateforme politique et qu'elle vient d'écouter son bail, d'écourter, voulais-je dire, son bail au perchoir du palais du peuple. Et le monsieur dit, il s'explique. Je commencerai par une question bien simple. Sur qui pourrait compter Madame la présidente de l'Assemblée nationale s'il venait à l'esprit de sa formation d'envisager la déchéance du président de la République?
C'est là qu'ils veulent en arriver, ce genre-là. Mais ils se trompent. Honnêtement, cette dame ne devra compter sur personne. C'est là pour des raisons évidentes suivantes. 1. Si peut lui être facile de brandir la Constitution et de fabriquer des griefs, il lui sera difficile de réunir le vote nécessaire pour un tel coup. C'est là pour une raison bien simple. Les quelques 340 députés et 80 sénateurs sur lesquels peuvent compter le FCC ne leur sont pas totalement acquis. C'est la réalité. Beaucoup se greffent encore à cette formation puisqu'ils craignent encore une invalidation accidentelle de la Cour constitutionnelle. Et d'autres attendent des nominations dans le gouvernement ou dans les entreprises publiques. Dès que ces députés, ils continuent, et sénateurs seront formellement confirmés par la Cour constitutionnelle et que les nominations seront passées, les calculateurs et frustrés feront tomber les masques et dégaineront contre la Kabylie. C'est très important. Alors, il dit beaucoup de choses. La deuxième raison, c'est bien le contexte politique national et international. Toute personne avisée sait pertinemment bien que faire tomber un chef de l'État demande la conjugaison de beaucoup de facteurs internes et externes. Ça dépend aussi de la crédibilité de celui qui initie la déchéance et ce qu'il offre en échange. Partant de ces trois variables, je ne vois pas comment le FCC pourra déchoir un président populaire au pays, un homme en qui la communauté internationale investit énormément pour un réel changement. Donc ces gens, ils se trompent éperdument. Et ici, il y a des raisons cachées, une face cachée réellement du lever des boucliers, pourquoi ils ont condamné, ils s'en prenaient aux ordonnances de l'État. Il y a des raisons cachées, et permettez-moi de vous les lire. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est la lecture de ce que nos aimables auditeurs nous envoient. Les raisons pour lesquelles ce genre s'en prenait aux oranges, la vraie raison de la colère du FCC, les dossiers secrets de la GECAMINE. Il y a des dossiers secrets de la GECAMINE que ces gens ne veulent pas que l'opinion sache, que ces gens ne veulent pas qu'on aille découvrir. C'est pour cela que eux, tout de suite là, ils auraient sauté sur la GECAMINE. S'il fallait discuter la répartition des charges, le chef de l'État a pris une avance. Lui, qui est le garant de la bonne marche de l'État de la République, a pris une avance pour mettre des gens là-bas. Et comme ils savent que ce sont des gens qui sont proches du chef de l'État, voilà pourquoi il y a eu un tollé de protestation. Voilà les raisons pour lesquelles ils sont mécontents. Dès la publication des ordonnances signées par le Fachi, le FCC, tel des abeilles dont la niche a été enfumée, s'est lancé dans les attaques basses et mal polies à l'égard du chef de l'État. Faisant mine de s'être soudain convertis au respect d'une constitution qu'ils ont pourtant bafouée sous toutes les coutures, le respect de la loi ne les intéresse pas. Nous le savons tous. La raison de leur agitation est ailleurs. Ils ne veulent pas d'un non-kabiliste comme DG, de peur que les preuves de leur magouille ne soient révélées. En croisant les données des litis, du Centre Carter, des Global Witness et des divers contrats de la GECAMINE, il se révèle ce qui suit. 1. Entre 2009 et 2014, rien que le permis minier de la GECAMINE ont généré 262 millions de dollars par an, dont 5% seulement a pris le chemin du trésor. 260 millions, seulement 5% ont été versés dans les trésors. 2. Entre 2011 et 2014, la GECAMINE a généré 1,1 milliard, dont 705 millions se sont volatilisés dans l'air. Ils sont allés dans les îles britanniques, dans les îles Vierges britanniques, où on ne peut même pas connaître les entreprises
qui sont en train de gérer cet argent-là. 500 millions. Imaginez, des contrats cachés au public ont généré plus de 500 millions de dollars. Où est parti cet argent? 4. Depuis 2014, la RDC produit plus d'1 million de tonnes de cuivre. Nous n'avons jamais connu ça avant. La plus grosse production de mines de cuivre à l'époque de Mobutu, par exemple, c'était 400 000 tonnes. 1 million de tonnes de cuivre. Et en ce moment-là, avec 400 000 tonnes de cuivre, ça faisait fonctionner toute la République parce que la Gécamine était le poumon économique du pays. Sans impact sur nos finances publiques. Donc, 1 million de tonnes de cuivre sans aucun impact sur nos finances publiques. Jusque-là, la meilleure production de notre histoire était de 500 000 à Gécamine. La Gécamine ne paye que 20 millions d'impôts chaque année. 20 millions d'impôts avec toutes les concessions qu'elle vend partout dans le monde, qui rapportent énormément d'argent. Des concessions d'ailleurs qu'ils vendent, ça c'est la face cachée, à des prix en deçà de leur marché, du prix sur le marché. Eh bien, ils ne versent que 20 millions d'impôts chaque année. Ce n'est pas normal. 6. Depuis 2013, la RDC est le premier producteur africain du cuivre devant la Zambie. Mais où va l'argent? La Gécamine reçoit des redevances d'une vingtaine de contrats avec des multinationales qui exploitent chez nous. Où va l'argent? Donc, c'est ça la peur. Ils ne voulaient pas qu'il y ait quelqu'un là-bas d'obédience du chef de l'État parce que le secret sera connu. Et pourtant, les chefs de l'État a dit, mais ces gens ont déjà fait ce qu'ils ont fait. On part de là où on est aujourd'hui pour construire le pays. Ils auraient pu, s'ils étaient intelligents, entre guillemets, ils auraient pu comprendre qu'on leur a donné la chance de rebâtir l'avenir. Mais eux, là, ils sont en train de lutter pour leur survie politique. Ils veulent se maintenir sur la scène. Ils veulent aussi lutter pour leur survie physique parce que autrement, ils peuvent se retrouver dans la prison. Alors, nous arrivons au dernier point, c'est le gouvernement qui tarde à venir. Le gouvernement qui tarde à venir, vous savez pourquoi? C'est parce que ces gens ont monté la barre très haut. D'ailleurs, il y avait des négociations, des pourparlers, qu'ils ont interrompu tout simplement à la suite des ordonnances. Comme pour montrer leur désaccord avec ce que le chef de l'État avait fait, ils ont complètement arrêté les pourparlers. Ils veulent donner 20 à 25% du ministère au cash pour s'emparer du reste. Ils ont même l'audace de parler de ministère régalien, c'est-à-dire tout ce qui peut revenir au prince. Le prince, c'est qui? C'est Félix-Antoine Tshisekedi, le prince. Donc, c'est le prince qui doit contrôler les affaires étrangères. Parce que nous ne pouvons pas confier à ces gens-là les affaires étrangères. Qu'est-ce qu'ils auront à dire à l'étranger? Et le prince doit avoir les finances. Comment il va continuer à restaurer les infrastructures, à construire les écoles, à investir dans le pays? Ils veulent prendre les finances. Ils veulent prendre la justice, mais ça c'est un instrument dans le main du chef de l'État pour arriver à sévir à tous ces gens-là immoraux qui arrivent. Alors, il parle de l'État de droit sans comprendre ce que c'est l'État de droit. L'État de droit, c'est quoi en fait? C'est la primauté du droit. L'État de droit, c'est quoi? C'est une communauté politique éthique. L'État de droit, c'est quoi? Ce sont des dirigeants crédibles. L'État de droit, ce sont des institutions solides. Mais leurs institutions ne sont pas solides, c'est pour ça qu'ils ne connaissent même pas la loi, ils ne comprennent pas la loi. Merci, chers compatriotes, pour aujourd'hui. Nous avons parlé de la merde qui est entrée dans le Parlement, les gens qui ont voulu saboter le chef de l'État. Nous avons parlé, en fait, du gouvernement. Et prochainement, on va vous parler de Etienne Tshisekedi, le leader de l'UDPS, parce qu'il faut qu'on parle de lui. C'est lui qui a jeté les jalons de ce que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui, l'instauration de l'État de droit. Merci et à la prochaine.